entre ambition et réalité. Perspective pour un salaire minimum équitable en République démocratique du Congo. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Depuis le studio Fritz à Kinshasa, Jocho Mulamba. Fidèles auditeurs de la radio Fritz, bonjour et bienvenue à ces nouveaux podcasts. 21 500 francs congolais par jour. Pour certains, c'est les prix d'un café en terrasse, mais pour des millions de travailleurs en République démocratique du Congo, c'est censé être le rempart minimum contre la pauvreté. Mais depuis janvier 2026, ces chiffres est une réalité tangible ou un simple mirage. Au milieu de cette émission, nous décortiquons les enjeux du décret numéro 25/22, l'acte qui définit les nouveaux socles de notre marché de l'emploi. Notre thème d'aujourd'hui est SMIC 2026, la loi face au réel. Mais au-delà de chiffres, c'est tout un système qui est interrogé. Ce matin, nous sortons de textes de loi pour entrer dans le quotidien des Congolais. Pour comprendre pourquoi ces décrets n'est pas encore une réalité pour tous, accueillons nos invités. Je vais commencer avec Monsieur le secrétaire général à l'emploi et au travail, Monsieur Dona Bagula. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Ici, vous allez jouer le rôle des garants de la norme et de l'application. Et à ma droite, nous avons Monsieur Guy Koukou, président du syndicat CDT et membre de l'intersyndicale. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes la voix des travailleurs et de l'intersyndicale. Bienvenue sur ces plateaux. Et puisque nous sommes un pays où la masculinité positive est prônée, nous avons une dame à l'extrême gauche, c'est Madame Mireille Kaloumé. Elle est administratrice à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et aussi entrepreneur. C'est cela. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous avoir invités. Alors, en dernier lieu, c'est l'organe des lois. C'est Maître Gilles Kajingolo, spécialiste en code du travail. Je vous dis également bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais préciser que l'organe de la loi, c'est pour le ministère public. Moi, je suis partenaire de la justice, je suis acteur de la justice, je suis auxiliaire de la justice. Je ne suis pas donc l'organe de la loi. L'organe de la loi, c'est le magistrat du parquet. Merci pour cette précision. C'était une manière de vous taquiner. Voilà, on va commencer l'émission. Les décors est déjà planté. Fidèles auditeurs, encore une fois, bienvenue à ces podcasts consacrés au SMIG 2026, SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Messieurs, en fait, pour commencer, il est important que nous puissions parler tous le même langage. On entend parler souvent des SMIG. C'est quoi SMIG ? Que contient ces textes, le décret 25/22 ? Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces décrets ? Oui, avant de vous parler du décret, je voudrais d'abord préciser que le SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est une orientation politique de la fixation des salaires au niveau national, qui est garantie d'abord par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi cette notion est dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. Il y a le Code du travail qui aussi entérine, cimente cette notion de salaire minimum interprofessionnel garanti. Et pour le mettre en œuvre, maintenant, il y a un décret du Premier ministre qui fixe les SMIC, qui est le taux minimum applicable en termes de salaire en République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qui a changé ? Quels secteurs clés sont concernés et pourquoi avoir fixé aujourd'hui 21 500 francs congolais? Bon, rien n'a changé en termes de secteur, puisque quand vous regardez les SMIC, il est dit, il est applicable en République démocratique du Congo pour toute entreprise et établissement de toute nature, c'est-à-dire sans distinction
de profession, d'activité. En second lieu, ce qui est, l'on peut considérer à changer, c'est les taux. C'est les taux du SMIC, mais puisque c'est une notion périodique, et le décret lui-même, ce n'est pas seulement ce décret ici, c'est-à-dire qu'il y a les décrets qui fixent les modalités, qui déterminent les modalités de fixation et d'ajustement du SMIC, et qui décrit quels sont les critères à prendre en considération en termes de fixation ou en termes d'ajustement. Et je voudrais vous rassurer qu'en principe, suivant ces décrets qui déterminent les modalités de fixation et d'ajustement du SMIC, en principe, c'est chaque année que l'on doit considérer si les critères d'ajustement du SMIC sont réunis pour procéder à un ajustement actuel, à un ajustement éventuel. Mais la fixation est fixée par décret du Premier ministre à l'issue du Conseil national du travail. C'est ça la procédure. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour cette explication. Nous allons nous tourner vers le Maître Gilles Kajingoulou. Est-ce que vous pouvez nous donner de précisions sur les sanctions qui sont prévues en cas de non-respect de ces décrets? Bien sûr. Avant de vous donner les sanctions, d'ailleurs les sanctions sont simples, ça va des amendes à la fermeture de l'entreprise qui ne respecte pas les SMIC. Mais il faut dire que si on voit les SMIC seulement quand le Premier ministre publie son décret, il faut dire qu'en amont, les SMIC n'est pas le résultat d'une fixation d'autorité du Premier ministre. Les SMIC, c'est le résultat d'un travail concerté entre le pouvoir public et les partenaires sociaux du gouvernement, notamment les patronats. J'ai en face de moi un membre du patronat et le travailleur, les organisations professionnelles. À côté de moi, il y a un syndicaliste. Donc, l'ensemble de ces organes se mettent d'accord, étudient profondément les questions liées à la détermination du SMIC et fixent ensemble le taux applicable au SMIC. Le Premier ministre ne veut que sanctionner par son décret, d'ailleurs débattu aussi au Conseil des ministres. Donc c'est un résultat commun de l'ensemble des partenaires sociaux et des pouvoirs publics. Les sanctions, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est lui qui ne respecte pas le SMIC. Si on voit les enquêteurs qui vont descendre sur le terrain, ils vont apprécier souverainement les degrés. Vous faites allusion à l'inspection générale du travail. L'inspection du travail. L'inspection du travail, les enquêteurs, les inspecteurs descendent sur le terrain, ils voient les degrés d'application et de non-application, ils sanctionnent. Les sanctions vont des amendes à la fermeture. Ça relève du pouvoir discrétionnaire des inspecteurs. Les amendes, elles sont lourdes ou bien c'est en fonction de ça dépend du degré de non-applicabilité. Si vous n'avez jamais appliqué le SMIC depuis qu'il a été décrété, je ne sais pas comment l'inspecteur du travail va apprécier. Donc, le taux de sanctions relève du pouvoir d'appréciation, j'allais dire souveraine, pas du juge, mais de l'inspecteur du travail. Merci beaucoup, Maître Kajingoulou. Nous avons maintenant la théorie et elle semble être protectrice. Pourtant, sur le terrain, le son des cloches est bien différent. Si la loi dit oui, pourquoi les quotidiens dit-il encore non? Monsieur le syndicaliste Guy Coucou, et vous qui êtes au contact direct avec les travailleurs, quel diagnostic faites-vous par rapport à l'application de ces SMIC 2026? Sur terrain, il y a des réalités différentes. Différentes parce qu'il y a des employeurs qui l'appliquent. Ça, il faut se les reconnaître parce que souvent dans l'opinion maintenant on dit ce n'est pas appliqué, ce n'est pas appliqué. Non, il faut relativiser les choses. Il y a des employeurs qui les appliquent très bien et qui l'ont même appliqué depuis avant même les SMIC, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de ces SMIC-là. Il y a des employeurs, même ces SMIC, pour eux, ça ne fait aucun souci, ça n'est pas un problème parce qu'ils sont au-delà de ces SMIC. Mais il y a d'autres qui n'appliquent pas. Il y en a maintenant qui ne l'appliquent pas, qui sont en deçà. Ce sont ceux-là, normalement, c'est de ceux-là qu'on devait parler. Et pourquoi agissent-ils ainsi? Vous avez posé des questions. Parce que je pense que le secrétaire général et maître qui est ici à mes côtés ont dit
Les SMIC, en réalité, ne pouvaient pas poser les problèmes qu'ils posent. Et si se posent, il y a des questions à poser à ceux qui ne l'appliquent pas. Parce que ce n'est pas, comme le maître l'a dit, ce n'est pas la première ministre qui a fixé les décrets. Ça, c'est une version qui est erronée. Le SMIC a été fixé entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements, dans un cadre qui s'appelle les CNT. Et je suis heureux parce que la représentante des employeurs qui est avec nous sur la table était au cœur même de cette négociation-là. Donc, nous étions ensemble. C'est-à-dire, ce sont des discussions. Et quand on termine les discussions, on arrête les chiffres. Quand on arrête les chiffres, on signe les PV entre les PV des consentements entre les représentants des travailleurs, des employeurs. Et pour l'histoire, c'est moi qui ai représenté et qui ai signé ces documents au nom de tous les travailleurs. Et je pense que notre collègue, ce n'est pas elle qui a signé, mais quelqu'un qui était à ses côtés, c'est lui là, qui avait signé pour les SMIC. Alors, maintenant, entre la réalité et les décrets, comme nous sommes en train de dire, ceux qui ne veulent pas signer, d'abord, il y a eu 3 phases à l'époque pour ne pas signer. Lequel? La première phase, c'est que ça a commencé par ce que nous avons appelé l'ajustement. Normalement, il y a eu des réunions. Et comme le secrétaire général l'a dit, selon la loi, chaque année, on doit avoir au moins des conseils nationaux du travail. Au moins. La loi dit au moins. C'est-à-dire qu'on peut en avoir plus. Ça se tient aussi? Alors, maintenant, non. Je dis, ça, c'est la loi. Ça ne se tient pas comme ça. Il y a des fois, ça se tient 2 fois, d'autres fois, moins. Des fois aussi, pas du tout par an. Et donc, ça dépend des problèmes et des circonstances qu'on évoque. Mais j'ai dit, pour l'historique du SMIC actuel, donc ça a été précédé par une évaluation. Une évaluation qui a été faite entre les employeurs et les travailleurs et le secrétaire général qui est en face de moi, celui qui présidait cette séance-là de travail. On a évalué, on s'est entendu, on a vu que tout le monde était d'accord, on doit réajuster parce que ça a pris du retard. La dernière fois que nous étions là pour fixer ces SMIC, c'était en 2018. Et donc, normalement, chaque année, on devait évaluer depuis 2018 jusqu'à 2025, je crois, jusqu'à 2025, on ne se voyait plus. Donc, ça faisait à peu près 7 ans. On n'a plus réévalué les SMIC qui étaient à 7 000 à l'époque. On n'a plus réévalué 7 ans de retard. C'est comme ça, quand nous nous sommes retrouvés dans la commission d'évaluation, on a dit, voici, il était à 7 000, c'était l'équivalent de $5. Et on a dit, pour rester proportionnel, à garder les mêmes niveaux, sans augmenter, mais garder son niveau de pouvoir d'achat. Donc, on a évalué à 14 500, parce qu'à ce moment-là, les taux de dollars étaient à 28, à 29 000 à peu près. Donc, c'est comme ça qu'on a dit 14 500 qui était l'équivalent d'à peu près $5. Aujourd'hui, on est à 21 000. Non, j'ai dit l'historique. D'accord. Quand on a dit ça, on a envoyé les rapports, le secrétaire général a envoyé les rapports au ministre. Comme c'était l'ajustement, normalement, c'est le ministre qui devait signer. Le ministre a signé l'arrêté. Quand les employeurs ont appris, ils ont refusé, ils ont dit non, ce n'est pas... on devait aller, même si vous aviez constaté ça dans l'évaluation, ça devait aller au Conseil national du travail. Il faut un Conseil national pour que cet arrêté-là, que nous puissions l'accepter, de l'appliquer. 2, ils ont dit que ça ne devait pas être le ministre du Travail qui devait signer l'arrêté, ça devait être un décret. C'est la seule objection qu'ils ont faite à ce moment-là. On a dit, la Première ministre nous a convoqués, on a dit, OK, on va au Conseil national du travail pour faire quoi? Pour aller avaliser ce qu'est même la procédure qu'ils ont voulu. On va au Conseil national du travail. Nous arrivons, mais nous, on a prévenu. Mais de manière brève, oui. Si vous pouvez résumer. OK, on a prévenu, on dit, on ne va pas normalement au Conseil du travail pour évaluer. C'est la commission d'évaluation qui évalue. Mais si on va au Conseil, nous, on va renégocier ces SMIC. Ça, c'était la thèse des syndicats. Effectivement, quand nous sommes arrivés, c'est là que nous sommes arrivés à 21 500. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Parce que nous avions dit l'étape d'évaluation, on a trouvé que c'est 14 000, mais on ne peut pas aller dans une négociation au Conseil national du travail pour évaluer. On va là-bas pour négocier. Pour nous, la commission d'évaluation ayant déjà fait le travail,
Les restes qui restaient à faire, c'est la négociation du nouveau SMIC. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés, on a dit, OK, l'évaluation avait donné 14 500, on applique, mais l'année prochaine, qui est l'année 2000, parce que c'est en 2025, l'année prochaine, le 1er janvier, il faut qu'on fixe un nouveau SMIC. Aujourd'hui, on est au mois de mai. C'est cela. Monsieur Guékouk, aujourd'hui, on est au mois de mai, ce n'est pas encore appliqué. J'ai dit, certains ont appliqué, d'autres n'ont pas appliqué. D'accord. Et nous avons, avec ce qu'il a dit, et ça, ceux-là, nous les appelons les réfractaires. Ceux qui refusent d'appliquer la loi sont des réfractaires. D'accord, merci. Je veux revenir à vous. On va parler avec le patronat. On vous accuse. On vous accuse de ne pas appliquer. C'est vrai, on reconnaît aussi qu'il y a quelques entreprises qui appliquent déjà. Ça ne pose pas un problème au regard de leur chiffre d'affaires. Mais il y a certaines qui n'appliquent pas. Oui. Et c'est quoi le vrai problème? Peut-on parler de difficultés économiques ou d'une mauvaise volonté de la part des entreprises? Merci pour la question. Non, ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des entreprises. Je pense qu'on est dans un cadre qui est idéal ici. C'est la première fois que les parties prenantes à la question du SMIC se retrouvent, dans un cadre apaisé, en dehors du CNT. Et c'est vraiment une belle initiative de votre part, je tenais à le souligner. Aujourd'hui, je prends un petit peu l'image d'une maison qui brûle. Quand une maison qui brûle, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chercher à savoir qui est le coupable qui a mis l'incendie. Il faut éteindre le feu. Voilà, il faut éteindre le feu. Donc, moi, je prends ce cadre-là exactement dans cette circonstance. Aujourd'hui, on a une maison qui brûle, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en danger, qu'il y a donc celles qui ne savent pas appliquer. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Koukou, parce qu'effectivement, certaines entreprises l'appliquent, d'autres, qui sont majoritaires, malheureusement, ne l'appliquent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été identifiés au moment de la fixation du SMIC. Je m'explique. Le SMIC est soit fixé, soit réajusté. Lorsqu'il est fixé, il y a, un certain nombre de critères qui sont établis par les décrets. C'est notamment les besoins essentiels d'une famille, c'est l'érosion monétaire, la capacité de remboursement des entreprises, ainsi de suite. Quand il est réajusté, on étudie l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Lorsque cet indice est supérieur à 50% sur plusieurs relevés successifs, relevés qui viennent de la commission tripartite chargée du suivi de l'application du SMIC. Donc, lorsque ces relevés établissent qu'il y a un dépassement de plus de 50%, il y a lieu à réajustement. Ceci est dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au cours des travaux, et là, encore une fois, on ne pointe pas qui sont les responsables, moi, je prends ça comme une responsabilité collective. Il y a des points qui n'ont pas été analysés. La capacité financière des entreprises, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sauf erreur de ma part. La commission tripartite n'a pas produit ces relevés successifs. Les besoins essentiels d'une famille qui n'ont pas été analysés. Pourquoi? Parce que l'habitude qui est, je vais le dire, illégale, est de fixer le SMIC par rapport à $5. Comparatif qui n'existe pas dans aucun texte de loi. Vous êtes vu imposer Non, pas imposer. Je le dis encore aujourd'hui, vraiment, on trouve la solution, on éteint le feu. Ouais. Depuis, je dirais, plusieurs CNT successifs, l'évaluation du SMIC est faite en fonction de $5. Mais lorsque vous analysez le texte, le juriste est en face de nous, il vous dira que ça n'existe pas dans les textes de loi. On étudie les besoins essentiels d'une famille, c'est les besoins du panier de la ménagère, combien coûte un sac de farine, ils auront besoin de se déplacer, voilà, le transport est d'autant, ainsi de suite. Et puis, on fixe un budget, à partir de là, on dégage le SMIC. L'habitude a voulu qu'on ne fasse plus comme ça. Pourquoi? Point d'interrogation. On a constaté que c'est venu au désavantage des travailleurs. Pourquoi? Tant que la monnaie se dévaluait, c'était intéressant pour le travailleur. Mais à partir du moment où la monnaie a repris de l'importance, la monnaie locale, c'était défavorable. C'est-à-dire que les $5, on avait fixé
le SMIC a plus ou moins l'équivalent, donc 21 500, c'était l'équivalent de $10 à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, à 16 500, 17 000, on est déjà à ces $10. Vous voyez qu'à l'inverse, ça ne marchait pas. Donc, pour résumer, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a le feu? C'est parce qu'on ne s'est pas fixé aux textes et aux procédures qui existent. Aussi simplement que ça. Oui. Et qu'est-ce qui explique que certaines des entreprises l'appliquent et d'autres ne l'appliquent pas? C'est la question que vous me posiez. Aujourd'hui, il y a 80% d'économie informelle. C'est-à-dire que malheureusement, et la FEC vraiment n'appuie pas ce genre d'entreprise, il y a des entreprises qui ne payent pas leurs taxes, qui ne payent pas leurs cotisations, qui ne respectent pas les SMIC, qui ne respectent aucune obligation. Et cet informel est de plusieurs tendances. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent monter des projets sans payer quoi que ce soit, sans respecter d'obligations. Il y a ceux qui vont le faire à moitié. Et il y a même des grandes entreprises qui vont estimer qu'elles sont intouchables et qui ne vont pas appliquer ce SMIC. Donc la question aujourd'hui est de dire, est-ce que si on applique ce SMIC, tout le monde va l'appliquer? Non. Donc ça ne résoudra pas le problème de tous les travailleurs, malheureusement. Ça, c'est vraiment une réalité qu'il faut se fixer. Donc il faut trouver des solutions pour les secteurs qui sont les plus fragiles. Oui, madame, nous allons revenir sur les solutions, parce qu'il est important, comme on a dit. Donc, il nous faut des solutions pour que ces décrets soient effectivement appliqués. Monsieur le secrétaire général, je vais encore revenir vers vous. Les constats est amer. Il y a des entreprises qui n'appliquent pas ces décrets. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais pour la plupart, comme l'a dit le patronat ici, beaucoup n'appliquent pas ces décrets. D'un côté, il y a des entreprises qui ne s'alignent pas, et de l'autre, des travailleurs qui ne survivent plus. Mais alors, qui doit siffler la fin de la récréation? Alors dites-nous, où en est l'inspection générale du travail? Est-ce que vous avez le moyen réel de contrôler l'application sur toute l'étendue du pays? Je pense qu'il faut dire ici, je ne pense pas qu'il faut voir ça en termes de moyens, mais c'est plutôt les dispositions de la loi. Comme ça a été dit par mes prédécesseurs, prédispose que les inspecteurs du travail sont habilités à contrôler toutes les questions en rapport avec les codes du travail, y compris les SMIC, l'application du SMIC. Et je peux vous rassurer que présentement, il y a une équipe, il y a des missions d'inspection qui ont été envoyées sur terrain par le ministre de l'Emploi et du Travail, donc à sa demande, et à la demande notamment de l'intersyndicale. Et ils ont amorcé d'abord par une première phase, c'est de contrôler essentiellement dans le secteur du commerce, puisque c'est là où le secteur prétendait ne pas être à mesure d'appliquer les SMIC. Souvent, on voit des travailleurs manifester, généralement. Alors, il y a ces missions qui étaient lancées sur terrain il y a quelques semaines. Nous attendons les résultats de ces missions-là, avec une orientation de s'assurer déjà pour l'application de 14 500 pour tout le monde, c'est-à-dire passer en revue comment les salaires ont été payés jusque-là, et essentiellement jusqu'à fin décembre 2025. Et c'est sur base de ces résultats-là qu'on pourra voir et rediscuter pour comprendre le potentiel, les éventuelles difficultés d'application que rencontrerait tel ou tel autre secteur. Ça, c'est d'abord ce qui est en train d'être fait. En second lieu, c'est de réaffirmer, comme ça a été dit ici par mes prédécesseurs, le SMIC est d'application
par un bon nombre d'entreprises. Et donc, qui observe ça? Puisqu'au fait, les SMIC, et souvent je me demande pourquoi on doit parler de l'application du SMIC, puisque les SMIC, c'est le plancher. C'est-à-dire, nous comme gouvernement, ce n'est pas d'appliquer les 21 500. C'est de ne pas aller en deçà de 21 500 comme plancher en termes de justice sociale, en termes d'égalité et de donner les opportunités pour tous. Donc c'est ça. Donc on doit comprendre que le SMIC, ce n'est pas le SMIC qu'on doit appliquer, le SMIC tel qu'il est présenté. Mais c'est le plancher en deçà duquel personne ne peut descendre. Donc si on prend ça dans ce contexte-là, on ne dirait pas qu'on n'applique pas les SMIC. Mais on observe puisque notre objectif, c'est d'aller au-delà de ces planchers-là. D'accord. C'est ce que je peux dire ici. Ok, merci, monsieur le secrétaire général. Encore, maître Gilles Kajingoulou. Mais au-delà des amendes, vous venez de parler des amendes, bien qu'elles ne sont pas aussi lourdes, ça dépend de la situation. Mais le Code du travail permet-il aux travailleurs de contraindre l'employeur sans risquer leur travail? Par exemple, en cas de non-application du SMIC. Je pense que, bien avant de répondre à cette question, il faudra préciser, parce que j'entends souvent les gens parler de 21 500, 21 500. Mais il faut dire que les 21 500 francs congolais, c'est pour les manœuvres ordinaires. Mais le SMIC va de 21 500 jusqu'à 215 000 francs congolais par jour pour un cadre de collaboration échelon 4. Pour moi, je pense que cette réforme est une véritable révolution en faveur, bien sûr, des travailleurs, mais il faut opérer cette réforme avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de responsabilité. Il faut donc, bien sûr, protéger les travailleurs, mais accompagner les entreprises qui sont en difficulté, qui ne sont pas en mesure d'appliquer ce SMIC. Le SMIC, on ne vous dit pas d'appliquer, mais on vous dit que vous ne pouvez pas franchir. Ce sont des zones rouges, infranchissables, lorsque les travailleurs et l'employeur se mettent d'accord pour déterminer les salaires. Parce que la loi laisse la liberté de fixation des salaires aux deux parties, l'employeur et les travailleurs. Mais l'État, en concertation avec les partenaires sociaux, vient dire que quand vous allez vous entendre dans votre contrat de travail, là, vous ne pouvez pas aller en deçà de ces montants ici. Pour une manœuvre ordinaire, vous ne pouvez pas lui payer un salaire journalier de moins de 21 500. Donc, il vous est loisible d'aller au-delà. Et lorsqu'on regarde certaines rémunérations, on voit déjà qu'il y a des cadres congolais qui touchent plus que ça. Alors, s'agissant, pour répondre à votre question, au sein de chaque entreprise, normalement, une entreprise qui compte plus de 10 agents, la loi permet qu'on organise les syndicats. Oui. C'est le syndicat qui a reçu mission de pouvoir porter les revendications des travailleurs vis-à-vis de l'employeur. Parce qu'un seul travailleur, s'il commence à revendiquer pour lui-même, ça risque d'être compliqué pour lui. Mieux vaut engager une action collective au sein d'un syndicat pour pouvoir revendiquer auprès de l'employeur l'amélioration des conditions de travail dans le respect des SMIC. Mais dans des situations comme Mme Mireille l'a dit, des situations où des entreprises qui sont dans l'informel, où les patrons s'érigent un peu en roi, où on ne sait pas... souvent, les travailleurs sont un peu dans la difficulté, ils ne savent pas comment revendiquer, ils ne s'organisent même pas en syndicat. L'informel, c'est déjà en dehors de la loi. Vous voyez, c'est très compliqué. Il faudra commencer par formaliser ce qui est informel. Et ça, c'est le travail de l'État. Nous avons l'État en face de nous. C'est le travail de l'État. Si l'État fait un effort pour ne serait-ce que formaliser, dénombrer, par exemple, le nombre des entreprises qui opèrent à Kinshasa. Dénombrer seulement. À connaître le nombre, les chiffres exacts des entreprises qui opèrent à Kinshasa, l'État pourra maintenant voir comment contrôler l'application des mesures qu'il prend. Mais dès lors que l'État n'est pas encore en mesure de dénombrer, de donner au monde, aux citoyens, qu'à Kinshasa, nous avons 1800 entreprises chiffrées, identifiées et dont les sièges sont connus, là, ce sera très difficile. Donc, la question de l'informel reste encore un véritable travail à battre.
Mais la question de ceux qui sont déjà dans les formels, le secrétaire général l'a dit, même Madame Kaloum l'a dit aussi pour le compte de patronat. Il y en a au sein même du patronat qui appliquent déjà le SMIC. Ceux qui n'appliquent pas le SMIC, il appartient à l'État. L'objectif, moi je pense, c'est pas d'abolir les décrets portant le SMIC. C'est une véritable révolution. Mais il faut savoir réformer, donc accompagner cette réforme avec des mesures protectrices des entreprises. Merci, Maître Kajingulu. Avant d'envisager l'avenir, nous restons sur ces bras de fer entre le coût de la vie et le coût de l'emploi. Je vais donner encore la parole aux acteurs de ces dialogues sociaux pour une réaction directe. Madame Kaloumé, je vais commencer avec vous. Entendez-vous l'urgence sociale? Le SMIC est-il négociable selon la taille de l'entreprise ou est-ce une ligne rouge absolue? C'est une très bonne question. Nous pensons qu'effectivement, tous les employeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des secteurs qui sont économiquement forts. C'est le secteur extractif, le secteur des banques et assurances notamment. Et ce constat conduit à dire que il y a également la taille. Une PME n'est pas considérée comme une grande entreprise. Et donc, cela nous a amené à proposer qu'il y ait des barèmes qui soient, comme c'est le cas dans d'autres pays d'ailleurs, qui soient proposés par secteur. Je parle de barèmes, c'est-à-dire qu'on aurait de toute façon un SMIC national, qui est par exemple, mettons 21 500, mais via des commissions paritaires, alors, qui sont constituées aussi d'employeurs et de travailleurs, on dirait par exemple le secteur extractif, qui déjà appliqué 21 500, se porte très bien. OK, le barème dans le secteur extractif commencera à 25 000, par exemple. Par exemple, les PME qui sont les plus faibles, on resterait par exemple à 21 000. Bon, vous comprendrez que ça ne marchera pas dans ce cas parce que pour les PME, c'est déjà difficile d'aller à ce palier-là à l'heure actuelle. Donc, c'était pour dire que, en fait, je pense que notre erreur également a été de ne pas, au départ, fixer plutôt le plus petit dénominateur commun à tous les secteurs, c'est-à-dire le plus petit SMIC qui soit supportable par le plus vulnérable d'entre nous. Et à partir de là, maintenant, niveler à la hausse pour les secteurs les plus élevés. Dans l'exemple que je vous ai donné, puisque le SMIC est déjà élevé, vous comprendrez qu'il n'est pas possible pour une PME de faire autrement que de l'appliquer. Tandis que si on s'était dit, par exemple, le SMIC est à 16 500, mais via commission paritaire, les banques, vous appliquez 25 000. Les secteurs de services, vous appliquez 22 000. Les PME, vous appliquez 16 000. Vous voyez qu'on aurait favorisé les différentes tendances. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc voilà, c'est pour répondre un petit peu à votre question. Si vous me le permettez aussi, c'était la prise Allez-y, quelques petites minutes. Voilà, c'était la prise en considération de la question du SMIC dans une dimension holistique. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à penser que seulement la question du SMIC va résoudre la question du pouvoir d'achat. Alors que, à part le SMIC, il y a également la question, du logement et du transport. Exemple, chaque fois qu'il y a augmentation de carburant, les employeurs se voient confrontés à une problématique, c'est que l'employeur qui est tenu de rembourser le transport consenti par le travailleur du domicile jusqu'au travail et inversement, les employeurs sont obligés d'engager des dépenses supplémentaires. Vous voyez donc que la question de la régulation du transport impacte sur les employeurs. Il y a encore du travail à faire. Donc, il y a ça, il y a la politique des prix aussi. Tant qu'il n'y a pas de politique de prix qui est assurée au niveau national, on aura beau donner du pouvoir d'achat via le SMIC, mais si on met le sac de farine, parce que les entreprises locales ne sont pas compétitives, atteint, je ne sais pas moi, 100 $, vous verrez que le SMIC ne répond pas finalement à cette question. Donc c'était vraiment prendre le SMIC dans sa dimension holistique. Le gouvernement vous a bien entendu. Je veux me tourner vers M. Gikoukou. Face aux arguments économiques des employeurs, est-ce que les syndicats est prêt à accepter une application progressive ou exiger une rupture totale immédiate? Est-ce que doit-on fixer un SMIC à la taille de chaque entreprise ou on doit voir les réalités? Parce que d'abord, à quoi sert un salaire? Le salaire a un caractère alimentaire, un caractère vital. On ne fixe pas un salaire
en regardant qui peut payer, qui ne peut pas payer. Dans aucun pays du monde. Madame Mireille est là, le secrétaire général est là. Nous sommes membres de l'OIT. Chaque année, nous avons à Genève, on va faire des évaluations de progrès dans le domaine du travail dans le monde entier. Il y a des critères vitaux. On a bien dit, on fixe un salaire pour permettre à quelqu'un à vivre, c'est-à-dire à manger, à dormir et à... Mais on ne regarde pas qui va payer, qui ne va pas payer pour fixer. Sinon, ça n'existerait pas dans le monde et ce monde-là serait un monde d'enfer. Deuxièmement, même en Europe, moi, souvent, excusez-moi, je vais souvent dans 2 pays. Il y a la Belgique et la Suisse. Même en Suisse, tout le monde n'est pas à mesure de payer les SMIC. Mais maintenant, c'est à quelqu'un de voir, je ne suis pas en mesure de payer les SMIC. Dois-je engager les travailleurs ou non? Mais je ne peux pas dire, je ne sais pas payer les SMIC, j'engage quand même les travailleurs, mais je les paye à mon prix. Parce qu'il va acheter dans quel magasin? Parce que même aujourd'hui, pourquoi on a annulé? Parce qu'ils ont aussi, peut-être Mme Irène n'a pas dit, les employeurs ont exigé que dans le secteur agricole, on fixe les SMAG, les salaires minimum interprofessionnels agricoles. Mais le problème est que ceux qui travaillent là-bas vont acheter dans quel magasin? Parce que dans leur magasin, il n'y a pas de prix de SMAG. On dit pour les travailleurs qui sont dans le secteur des SMAG, la bouteille d'eau ici, il est à 1000 francs. Il est à 1000 francs dans un magasin. Ça ne veut pas, ça ne donne pas la couleur, tu viens d'où pour acheter cette bouteille? Non, c'est 1000 francs. Tu as 1000 francs, tu l'achètes. Tu n'en as pas, tu n'achètes pas. Donc, il n'y aura pas de prix. Nous avons demandé, pour fixer les salaires dans le secteur agricole plus bas, il faut aussi prévoir que ces travailleurs-là aient aussi où ils doivent aller acheter leurs marchandises au plus bas. Les salaires à un caractère alimentaire. S'ils doivent faire face au même marché, au même prix, et quand vous leur donnez à eux, vous ne lui donnez pas 1000 francs pour acheter la bouteille d'eau, ça veut dire, vous lui dites, tu ne boiras pas de l'eau. C'est ça que ça veut dire, en réalité. Or, dans ce monde, deuxièmement, je vous dis que le SMIC répond à une politique internationale et aux objectifs ODD 2030. Les Nations Unies ont fixé des objectifs. L'Union africaine, auquel la RDC est membre, a adopté et a donné des directives à chaque pays que d'ici 2030, parce qu'on a remarqué en Afrique, il y a trop de pauvreté. Et et deuxièmement, il n'y a pas de classe moyenne. C'est dû aux salaires qui sont des salaires de misère qu'on a entraînés depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Et il y a des classes de privilégiés. Or, le monde s'est modernisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de classes privilégiées. Tout le monde a accès aux mêmes réalités. Je dois payer l'électricité, que vous soyez directeur, que vous soyez sentinelle, vous devez payer votre électricité, vous devez payer votre carburant, vous devez payer votre loyer. Toutes ces notions sont en train de tomber. On doit réformer le monde, on doit réformer la vision de la vie moderne. C'est à cela que tout le monde est appelé à comprendre et à discuter. Et nous discutons sur ces bases. Pas parce que moi, si je ne sais pas engager un chauffeur, je ne peux pas dire non, je dois engager un chauffeur. Le SMIC, je ne sais pas payer, mais mon chauffeur, je le paye à mon prix. Je le paye à mon prix pour qu'il mange quoi? Je le paye à mon prix. Madame a bien dit que les transports aujourd'hui, à Kinshasa par exemple, les transports, c'est un remboursement. OK? Donc, il faut que vous payiez. Mais s'il vous plaît, M. Guy, on vous rembourse. S'il vous plaît, M. Guy Coucou, donc les SMIC, pour vous, les syndicats, est prêt à accepter une application progressive du SMIC? Il n'y a pas d'application progressive. D'abord, vous trouvez ce monde d'où? Nous avons une loi, nous avons un contexte. N'inventez pas des choses. C'est comme si vous dites, autrement dit, vous dites, il y a quelqu'un qui va dans un magasin, il va acheter les lunettes. On dit, les lunettes, c'est 150. Il dit, j'achète ça progressivement. On lui dit, monsieur, c'est le prix. Ici, on ne vend pas à crédit. Soit vous avez l'argent, vous achetez vos lunettes, vous partez. Si vous n'arrivez pas à rentrer chez vous. Mais vous dites non, il le faut qu'on me vende ça à crédit. Qui va vous vendre à crédit? C'est que, madame, n'oubliez pas, je termine. N'oubliez pas que le salaire, c'est le prix que moi je fixe à mon employeur pour vendre mon travail. N'oubliez pas, il n'y a pas que le prix de leur marchandise, il y a le prix du travail. C'est ça. Eux, dans leur magasin, ils fixent les prix, ils ne demandent l'autorisation à personne.
Et le prix du travail, c'est là qu'il veut discuter. Son prix n'est pas discutable. Or, nous sommes dans les marchés du travail. D'accord. Merci, M. Goukou. Donc, il n'y a pas, Gikoukou, il n'y a pas d'application progressive. Hein, madame, vous allez quelques petites secondes avant de passer au dernier acte. Non, juste pour vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu une bonne compréhension. Donc, il n'est pas question de fixer un SMIC qui est différent selon la capacité. Il y a toujours un plancher commun. Et ce plancher commun, c'est celui-là qui doit être bien fixé en fonction de ce que la loi prévoit. Les besoins essentiels d'une famille. Comme on l'a dit au début, c'est les besoins en fonction du panier de la ménagère. Donc ça, c'est la base pour tout le monde. Maintenant, c'est de niveler les secteurs en fonction de la force, je dirais, économique des entreprises. Ça n'a rien à voir avec ce que M. Koukou explique. Et c'est très important également. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on fixe un SMIC qui est très élevé, mais auquel les sociétés ou les individus ne savent pas répondre, ça pose un problème. Quand on sait qu'aujourd'hui, on veut formaliser, par exemple, le travail domestique, et qu'on sait que chacun ici a quelqu'un qui travaille chez soi à la maison, un chauffeur. Comment voulez-vous assurer cette politique quand le salaire le plus bas sera de $400 ? Et qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas en mesure de payer ces $400. Quand un chauffeur, on devra le payer plus ou moins $600. Vous voyez que ça remet en question toute une série de mesures également qui sont envisagées par le gouvernement. C'est juste dans ce sens-là que je voulais compléter. Merci pour votre contribution, madame. Nous allons passer au dernier acte, plaidoyer et solution. Je l'ai bien dit au début, ici, on ne peut pas se contenter de dénoncer. L'objectif de ces débats est aussi de construire. Si nous voulons qu'en décembre 2026, le SMIC de 21 500 francs congolais soit une norme et non une exception, qu'il faut-il changer de demain ? Madame et messieurs, voici l'heure de vos recommandations. Nous allons faire le tour de table, une solution concrète par invité. Commençons avec le gouvernement, le garant de la norme et de l'application. Monsieur le secrétaire général à l'emploi et du travail, quelle est votre recommandation ? Oui, d'abord, je voudrais dire ici que il n'y a pas une recommandation quelconque à faire ici, mais c'est plutôt rassurer les uns les autres que le gouvernement a mis ensemble à faciliter les dialogues sociaux entre les partenaires sociaux, donc le banc employeur et le banc travailleur, dans un Conseil national du travail extraordinaire récemment au mois de février. Et il y a eu des avancées, puisqu'on a passé au peigne fin toutes ces questions telles que discutées ici par les différentes parties. Et il y a eu de compréhension mutuelle, notamment sur la réaffirmation du SMIC, du taux du SMIC. Donc, les deux parties ont réaffirmé les 21 500 récemment ici, au mois de février. Ils ont réaffirmé que les droits acquis des uns et des autres sont intangibles. Donc, quel que soit ce qui peut être mis en place, personne ne peut être payé en deçà de ce qu'il était déjà en train de toucher pour plus de justice sociale, éviter des remous sociaux. En troisième lieu, les différentes parties se sont convenues qu'il y a effectivement les secteurs agro-pastoraux qui a des difficultés sectorielles, mais qu'il faut, à défaut de subventionner, comme ça s'est fait ailleurs, qu'on puisse lui apporter des allègements tels que prévus par les codes du travail, de telle sorte que tout le monde s'arrime au SMIC tel que fixé. Alors, tous ces éléments-là, puisque ça vient d'un compromis social entre les partenaires sociaux, le gouvernement a pris ces questions en charge et je pense que lors du dernier Conseil des ministres d'avant-hier, le gouvernement a pris acte de ces éléments pour les couler dans un texte réglementaire, de telle sorte que
si ce sont des allègements accordés au secteur agropastoral, que les différentes parties, donc secteurs, se conviennent, c'est quel type d'allègement à accorder et qu'un décret soit signé dans ce sens-là. Que les droits acquis des travailleurs, aucun travailleur, pour une raison ou une autre, aucun employeur ne pourra dire qu'il va grignoter sur le salaire de tel ou tel pour telle ou telle raison. Donc il y a notamment ce décret qui sera pris incessamment pour garantir les uns et les autres et garantir la paix sociale. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous allons prendre monsieur le syndicaliste, monsieur Guy Coucou. Quel est votre plaidoyer ou une solution par rapport à ces sujets? Je pense que le secrétaire général l'a bien dit. Même au niveau du Conseil national, nous avons réglé cette problématique. La question, l'inquiétude des employeurs, nous tous, nous sommes même pris en charge. Nous avons, pour votre information, nous avons créé même un cadre bipartite. Uniquement, nous avons exclu les gouvernements dans ce cadre-là. On est resté avec les employeurs pour dire il y a des questions qu'on doit régler avec les gouvernements, on doit être ensemble. Entre autres, les mesures d'allègement. En fait, les vrais problèmes, et nous l'avons répété 1000 fois aux négociations, que parfois les employeurs posent mal leurs difficultés. Leurs difficultés, parce que tout le monde en réalité sait qu'avec les 21 000, ici, même Mme Mireille était d'accord que personne ne peut vivre avec ça. En réalité, personne ne peut vivre dans une famille de 4, donc tu as 2 enfants, mari et épouse, on vous donne 21 500 par jour. 500 pour vivre avec ça, personne ne vivra. Il y a plus que ça. Et donc, la solution, on a dit, il y a des choses que le gouvernement doit faire pour ceux qui ne sont pas en mesure d'appliquer. Notamment, il y avait plusieurs mesures qui devaient. Il y a la concurrence des pays frontaliers qui viennent, qui déversent leurs produits ici et que les opérateurs qui sont à l'intérieur de la RDC ne bénéficient pas des subventions ni de la protection de leur investissement par rapport à cette concurrence. Et pour ça, la solution, ce n'est pas de baisser les SMIC. Parce que même si on baisse les SMIC, ces marchandises continueront à entrer. Donc on n'aura réglé aucun problème. Et donc, on favorisera au contraire cela. La solution, c'était que les gouvernements prennent des mesures, soit sur subventionner, alléger certaines taxes, parce que aussi, il y a la FEC a fait état de plusieurs taxes, parfois pour les mêmes choses. Il faut qu'ils puissent lister tous ces taxes, comme le secrétaire général a dit, qu'on présente au gouvernement dans ce secteur. Pour assainir, il faut nous alléger dans tel domaine, dans ceci, dans cela, et que les ministres sectoriels qui sont concernés par ces taxes puissent s'unir et prendre des mesures de manière à accompagner. Donc, c'est ça les résolutions que nous avions prises lors du CNT pour accompagner celles des entreprises qui ont des difficultés. Merci, M. Guikoukou. Madame Mireille Kaloumé, qu'est-ce que le patronat a comme solution pour l'application du SMIC 2026? Oui, je vous remercie pour la question. C'est vrai que c'est également important de remercier le ministre actuel de l'Emploi ainsi qu'au travers du secrétaire général, parce qu'effectivement, on voit une dynamique du gouvernement d'essayer de trouver une solution apaisée. Je pense que tout le monde a compris que la situation était critique, et donc ça, c'était important de le saluer. Monsieur Coucou a raison quand il dit qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des familles qui ne peuvent pas vivre avec ces 21 500 par jour. Encore que c'est très important de souligner qu'un travailleur ne bénéficie pas que de 21 500. Il a une obligation de recevoir le remboursement de son transport, les soins médicaux corrects, un logement digne et décent. Donc c'est déjà pas mal de choses supplémentaires également. Il y a le coût de la vie, il a très bien dit. Il y a un travail à effectuer sur le coût de la vie et sur la compétitivité des entreprises. On n'y reviendra pas. Il y a la formalisation du secteur formel, en réduisant le nombre de taxes. On a fait une étude récemment où on a comptabilisé plus ou moins 80 taxes communes que payent les entreprises, on va dire par an. Il y a un secteur qui était le secteur forestier qui vont jusqu'à 153 taxes par an. Donc vous imaginez.
Alors, ce que les employeurs ont demandé, effectivement, c'est une mise en application progressive. Pourquoi ? Pour atténuer le choc. Nous avons demandé 16 500 dans un premier temps, 19 500, ensuite 21 500, avec une nécessité qui est que la commission de suivi de l'application du SMIC soit effective, qu'elle puisse suivre la mise en application des différents paliers pour voir comment se comportent les entreprises, comment est-ce qu'elles réagissent finalement à ces applications progressives. C'était très important. Et enfin, nous avons demandé effectivement un SMAG. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'estimation que nous avons faite sur l'agriculture du maïs au Kasaï, un agriculteur produit 5 700 francs congolais par jour sur un hectare. 5 700 francs congolais par jour sur un hectare. Un hectare étant entretenu par un travailleur. Vous demandez de payer 21 500 pour un travailleur, alors que l'agriculteur produit 5 700 francs congolais. On peut faire le calcul ensemble. Ici, je pense qu'on en a parlé également à l'occasion du CNT. Voilà toutes les recommandations que nous avons faites en disant que les employeurs ne sont pas contre l'application du SMIC. Merci. Et Maître Jules Kajingolo, quel est votre plaidoyer et la solution à y apporter aussi? Je dois être très clair pour saluer davantage cette réforme et recommander qu'elle soit appliquée avec intelligence et responsabilité, comme j'y allais dire. Cette réforme est le résultat d'une concertation entre les partenaires sociaux et l'État. Puisque au cours de l'exécution de cette réforme, il se pose des questions, les trois parties peuvent toujours se retrouver, non pas pour abolir ce qui a été fait, des craintes de porter atteinte aux droits déjà acquis par les travailleurs, mais de voir dans quelle mesure accompagner les entreprises qui sont en difficulté, qui ne sont pas en mesure d'appliquer directement le SMIC tel que décrété par le décret du Premier ministre. Je pense que si on fait ça, on maintient le dialogue social entre partenaires, les choses peuvent aller de l'avant. Si on ne peut pas exécuter directement, c'est-à-dire le SMIC tel que prévu, mais s'ils peuvent le faire même de manière progressive, comme l'a dit le patronat tout à l'heure, je pense qu'on peut finalement aboutir à un climat apaisé. Mais dans tout cela, il y a aussi la question d'amélioration du climat des affaires pour permettre aux employeurs de se faire davantage de bénéfices qui peuvent leur permettre maintenant d'assumer avec responsabilité les charges sociales qu'ils ont. Voilà un peu de manière brève ce que je peux dire. Donc maintenir le climat social, mais continuer davantage à vulgariser les décrets. On doit l'appliquer, mais avec responsabilité et intelligence. Merci pour vos solutions, vos plaidoyers. Et le débat ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer dans vos entreprises et vos foyers. Merci à nos invités. Je rappelle, j'ai reçu Monsieur le secrétaire général en l'emploi, Monsieur Dona Bagoula, Monsieur le président de CDT et membre de l'intersyndicale, Monsieur Guy Coucou. J'ai reçu aussi Madame Mireille Kaloumé, administratrice à la FEC et entrepreneur. Et puis Maître Jules Kajingolo comme invité. Merci surtout pour votre franchise. Moi, c'est Jojo Moulamba. J'étais avec vous en direct du studio Fritz. Et merci pour la FES aussi, la fondation Friedrich Ebert Stiftung. Restez à l'écoute et surtout, faites valoir vos droits. À très bientôt. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la fondation Friedrich Ebert. Production, John Makassi. Régie, Constantin Grund.